Je me sens mal, mais je ne sais pas si je suis triste, si je suis anxieux ou si je suis en colère. Une personne sur 7 rencontrerait des difficultés pour identifier ses émotions. Une personne sur 7, c'est énorme, c'est quasiment 15% de la population. L'alexithymie, c'est précisément ça. C'est cette difficulté à identifier ses émotions, cette difficulté à les différencier entre elles, à les exprimer et parfois même cette difficulté à reconnaître, à discerner les émotions chez les autres. On peut ressentir une boule à l'estomac, une gorge nouée ou des maux de tête sans vraiment savoir pourquoi. Chez les alexithymiques, évidemment, les émotions sont bien présentes et elles déclenchent, comme chez tout le monde, des réactions physiologiques. Un rythme cardiaque qui s'accélère, de la sudation ou même des rougeurs au visage. Mais dans ce cas précis, tout se passe comme si on ne pouvait pas en prendre conscience, ni même exprimer réellement ce que l'on ressent lorsque ces réactions physiologiques apparaissent. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de répercussions. De la difficulté à établir un lien avec les autres, de la difficulté également à ressentir ce que les autres éprouvent en face de vous, mais également de la difficulté à deviner les réactions émotionnelles que soi-même on peut provoquer chez l'autre. Par conséquent, il est très compliqué de nouer des relations sociales parce que on n'a pas ce répertoire commun, ces codes émotionnels que l'on peut ressentir de manière consciente ou inconsciente chez notre interlocuteur et même chez soi. Il est donc très difficile de se baser sur des ressentis lorsqu'il s'agit de tisser une relation. Or, comme vous le savez, eh bien, toute relation que l'on noue, que l'on crée autour de soi, nous les tissons, nous les créons à base de nos ressentis. Alors avant de poursuivre la vidéo, sache que je t'ai tout résumé. Tu n'as donc pas besoin de prendre de notes. La fiche synthèse du contenu de cette vidéo sur l'alexithymie est entièrement disponible, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et une fois que tu as entré ton mail, je t'envoie immédiatement ça dans les minutes qui suivent. Maintenant, on peut reprendre la vidéo. Une personne alexithymique, par exemple, lorsqu'elle est à la maison, en famille, va être confrontée à des obstacles. Imaginons qu'une personne alexithymique soit confrontée à une forte dispute, ce qui arrive un petit peu dans tous les foyers. Eh bien, par inconfort, elle peut être rapidement amenée à changer de sujet. Mais vraiment en passant du coq à l'âne. Face à cette situation déconcertante, elle peut être aussi amenée à s'isoler dans une autre pièce. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un énorme malaise ressenti à l'idée d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Et face à cet obstacle inconfortable, ce qu'il y a de déroutant chez les personnes alexithymiques, eh bien, c'est que les mots ne viennent pas pour exprimer des ressentis. Et quand la situation est trop tendue au point où ça devient insupportable, là, c'est le débordement émotionnel. Soit elle va fondre en larmes, ou soit elle va exploser dans une violente colère. Et le tout se fait de manière complètement incontrôlée. Donc d'un côté, dans la vie de tous les jours, on a l'impression d'avoir affaire à un mur qui ne ressent rien. Pourtant, les alexithymiques ressentent puisqu'ils ont des réactions physiologiques. Simplement, elles ne sont pas en mesure de reconnaître, de différencier les différentes nuances de ressenti et elles sont donc incapables de les exprimer. Elles manquent de répertoire émotionnel. Et de l'autre côté, lorsqu'il y a un trop-plein émotionnel, lorsqu'elles sont confrontées à des situations trop inconfortables, trop envahissantes, là, c'est radical, c'est une explosion émotionnelle. Les personnes alexithymiques ressentent un énorme vide émotionnel lorsqu'il s'agit de parler de choses délicates, comme la tendresse, la jalousie ou la méfiance. En d'autres termes, une personne alexithymique ressent un énorme inconfort lorsqu'il s'agit d'être confronté au monde des émotions primaires et des émotions sociales, ainsi que tous les termes qui viennent se greffer à tout ce qui est en rapport avec les émotions. Les personnes qui souffrent d'états alexithymiques ont de faibles capacités d'introspection sur leurs propres états affectifs. Et le fait de se retrouver dans cette incapacité d'avoir un feedback émotionnel sur ce qui se passe en soi, eh bien ça crée des relations que l'on appelle des relations blanches. Des relations blanches, ce sont des relations sans valeurs émotionnelles. Vous avez déjà eu des relations courantes dans la vie de tous les jours où on échange avec quelqu'un, par exemple avec sa boulangère. C'est une relation blanche, il n'y a pas vraiment de valeur émotionnelle dans cette relation. Ça reste quelque chose d'assez robotique. Lorsqu'une personne alexithymique est dans ce type de relation blanche, eh bien, les sensations du corps sont pourtant palpables. Elle ressent peut-être, lorsqu'elle tombe amoureuse, le cœur qui s'emballe, elle ressent peut-être une forte chaleur, mais malgré tout, elle est incapable d'interpréter les sensations qui l'habitent.
Elle ne peut donc pas ignorer ce qui se passe en elle, mais ce qu'elle va ressentir va être perçu comme un phénomène étranger. Alors tout d'abord, c'est essentiel de comprendre que l'alexithymie, c'est un défaut de mentalisation émotionnelle. En fait, les sensations corporelles sont trop peu ou pas du tout associées à des états mentaux. Et donc pour comprendre tout ça, il faut en chercher les causes dans l'enfance. Un jeune enfant n'a pas encore des états mentaux hiérarchisés qui peuvent être associés à des mots, à des idées, à des pensées, à des concepts et à des ressentis. Il aborde simplement le monde émotionnel par le biais de son corps, c'est tout. Par exemple, s'il a faim, il va sentir une douleur à l'estomac. Un autre exemple, s'il a peur de perdre sa mère pour toujours, il va sentir les larmes monter à ses yeux. Mais ça s'arrête là. Et puis lors de la croissance vient l'âge où il faut mettre de l'ordre dans les perceptions organiques. Et l'idée, c'est d'ordonner toutes ces perceptions dans un tout cohérent. Le fait de ranger ces émotions dans un tout cohérent, de les ordonner, ça nous aide à comprendre que l'on ressent des émotions, mais que les autres aussi ressentent des émotions. Et donc en mettant de l'ordre dans toutes ces perceptions, on finit par trouver un code commun pour identifier tous ces ressentis. Ça nous permet donc de devenir un être social et réfléchi. Je peux avoir de l'empathie parce que lorsque je vois quelqu'un qui souffre, ça fait écho à des perceptions que j'ai déjà identifiées chez moi. Et pour cela, les parents jouent un rôle extrêmement important dans cette évolution. Grâce à la parole, grâce à des mots, les parents guident leur enfant sur le chemin de cette mentalisation. Par exemple, en lui demandant s'il a faim ou s'il est triste, ça va permettre à l'enfant de canaliser ses sensations physiques parce qu'on apprend à identifier et à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Mais en plus, en mettant des mots sur des ressentis, les parents permettent à leur enfant d'apposer des étiquettes sur leurs sensations, ce qui va permettre à l'enfant d'identifier puis à communiquer enfin des ressentis. Et c'est à partir de ce moment-là que l'enfant va commencer à développer un répertoire émotionnel. On parle ici d'alphabétisation émotionnelle. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, il faut imaginer l'information qui passe par des centres de perception émotionnelle du cerveau limbique au cortex. Le cortex, lui, va être responsable de la catégorisation, de la réflexion, du langage et du contrôle du corps, mais aussi du contrôle du comportement. Le cortex, c'est la partie externe du cerveau, c'est la partie la plus récente, la plus évoluée. Celle qui permet d'avoir une métacognition. La métacognition, c'est d'avoir la conscience d'être qui je suis. Un chat n'a pas cette capacité de métacognition, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de réaliser qu'il est un chat. Les échanges avec les parents sont donc déterminants pour la création d'une banque d'émotions chez leur enfant. Ce travail qui va être fait avec les parents va permettre à l'enfant de se constituer un répertoire de ressentis, et ce répertoire de ressentis va être associé à des mots et des pensées. Mais malheureusement, il peut arriver que les parents soient dépressifs, il peut arriver que les parents soient en période d'instabilité émotionnelle ou même encore avoir des parents qui sont alexithymiques. Et bien, dans ce cas-là, les parents ne peuvent pas donner d'indices verbaux et donc l'enfant va être confronté à une carence de mots MOTS. Il ne va donc pas être en mesure de se créer ce répertoire de ressentis. Donc ça va aboutir à un déficit de mentalisation de ces réactions physiologiques. Alors plus tard, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, quand l'enfant va devenir adulte, évidemment, il pourra toujours se raccrocher à ses sensations physiologiques, mais il ne saura pas les associer à quelque chose de précis. Il ne saura pas associer un malaise, par exemple une accélération des fréquences cardiaques, une intensification de la transpiration, des bégaiements. Il ne saura pas associer ça à une émotion comme la peur, comme la colère. Alors c'est quoi la cécité émotionnelle? Eh bien c'est ce qui arrive aux personnes qui ont des lésions dans des zones très particulières du cerveau. On va prendre l'exemple d'une personne qui a des lésions dans le cortex visuel primaire. Eh bien par exemple, ces personnes disent ne rien voir et pourtant elles sont capables de détecter une cible en mouvement. Ce même phénomène peut se produire aussi au niveau de la zone de l'odorat. Par exemple, une personne qui prétend ne rien sentir, eh bien lorsqu'elle va être à table, elle va pouvoir choisir parfaitement les épices dont elle a besoin pour agrémenter son plat. D'autres personnes encore n'ont aucune sensation au bout de leurs doigts, pourtant elles sont parfaitement capables de prendre un objet dans leurs doigts
avec la pression suffisante pour ne pas laisser l'objet glisser de leurs mains. Mais elles sont incapables de ressentir les sensations au bout de leurs mains, malgré qu'elles soient capables d'avoir le réflexe physiologique pour que l'objet reste entre leurs doigts. Eh bien, pour les alexithymiques, c'est exactement pareil. Les émotions sont suscitées dans une partie non consciente du cerveau, c'est le système limbique, mais l'information transmise au cortex est altérée. Je rappelle que le cortex nous permet de rationaliser, de conscientiser, c'est le siège de la cognition. Donc, toutes nos capacités cognitives sont dans le cortex. Une personne qui est alexithymique ne pourra pas utiliser son cortex, donc son répertoire émotionnel, pour faire des liens entre le ressenti et la perception de l'émotion elle-même. Par exemple, lorsqu'une personne alexithymique parle devant un public de plusieurs dizaines de personnes et qu'elle commence à s'emballer dans son discours, elle va se mettre à rougir, elle va se mettre à bafouiller, elle va avoir la gorge sèche, elle va se mettre à transpirer. Et bien précisément ici, tous les signes de peur sont présents, mais elle est incapable de ressentir de la peur. Et en plus, elle est incapable de dire qu'il y a un malaise. Et oui, les émotions, ça s'apprend. Et il existe des thérapies pour cela. Il existe par exemple des thérapies où on incite le patient à représenter une émotion de façon théâtrale, par des gestes par exemple. Alors évidemment, au début, c'est difficile de trouver des gestes parfaitement correspondants par rapport au ressenti, puisque elle n'a pas le vocabulaire émotionnel pour exprimer ce qu'elle ressent. C'est comme si vous deviez exprimer ce que vous ressentiez en slave. Ça va être très compliqué de trouver les mots puisque vous n'avez pas le répertoire. Pour une personne alexithymique, c'est exactement la même chose. Elle est incapable de trouver les mots parfaitement adéquates, bien qu'elle connaisse la présence du mot peur, colère, joie, tristesse ou surprise, mais elle ne sait pas les mettre en correspondance avec ses ressentis. On va donc apprendre au patient à s'appuyer sur des signes primaires. La colère, par exemple, peut être matérialisée, caricaturée par des contractions des muscles du visage. La peur pourrait être aussi symbolisée par un renfermement du corps sur soi. Bref, il va falloir caricaturer les émotions par des gestes pour rendre leur expression beaucoup plus probante et donc plus facile à relier avec des états mentaux. Mais d'autres approches sont également possibles. On peut inciter le patient à associer des couleurs ou des paysages avec des sensations corporelles. En fait, il faut vraiment comprendre que tout ce qui va permettre au patient de mentaliser ses émotions va lui être de la plus grande aide. L'idée, c'est de créer un nouveau réseau neuronal qui va partir des zones instinctives, donc le système limbique, et le côté cortical de son cerveau qui, lui, est conscient et réfléchi, ce qui va lui permettre ensuite d'avoir des relations. Et c'est ainsi qu'en sollicitant le langage grâce à la partie corticale du cerveau, il va être possible de créer un répertoire de mots et d'états mentaux. Alors voilà, maintenant vous savez tout sur l'alexithymie. Si vous souhaitez avoir une fiche synthèse qui résume tout, vous pouvez la télécharger juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. Et puis si cette vidéo a été instructive, je vous invite à la liker et à la partager à des personnes à qui ça pourrait peut-être être utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner. Je propose régulièrement du contenu sur l'hypersensibilité, sur la gestion des émotions et sur toutes les thématiques satellites autour de la gestion des émotions. Et j'espère que ça répondra à vos besoins. Je vous dis à très vite et puis merci beaucoup pour votre écoute.